Voilà 28 ans que j'essaie d'oublier ce qui s'est passé dans les forêts reculées du nord du Maine, à l'automne 1995. Les rapports officiels, ceux qui sont enfouis dans des classeurs poussiéreux, parlent de défaillance matérielle et de négligence du personnel. Les compagnies d'assurance, soucieuses d'éviter un dédommagement d'une telle ampleur, ont qualifié l'incident d'œuvre de la nature, une formule pratique et vide de sens. Mais j'étais là. J'étais l'une des 8 femmes qui sont sorties de ces bois ancestraux, laissant derrière nous près d'1 million de dollars de matériel et une partie de notre santé mentale. Je connais la vérité sur ce qui nous a chassés de cet endroit, dans une terreur absolue et primitive. Notre équipe de bûcherons avait été engagée par une grande société d'exploitation forestière pour défricher une parcelle de forêt primaire dans les confins septentrionaux du comté d'Aroostook, tout près de la frontière canadienne, là où la nature sauvage s'étend à perte de vue sur des centaines de kilomètres. Le contrat promettait une excellente rémunération pour 6 semaines de travail intense, visant à déboiser environ 160 hectares de pins blancs d'Amérique et d'épinettes rouges du nord de premier choix. Certains de ces arbres avaient plus de 250 ans. Des géants massifs qui poussaient depuis avant la Révolution américaine, leurs troncs si épais que 3 d'entre nous, en nous tenant la main, n'arrivions pas à en faire le tour. Je me souviens avoir regardé le contrat lorsque Patricia nous l'a montré pour la première fois, étalant les papiers sur le haillon de son pick-up. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. La société forestière offrait des tarifs préférentiels, une prime de risque substantielle pour l'isolement du site et de généreux bonus si nous respections le calendrier de production. La plupart d'entre nous avions des familles à charge, des prêts immobiliers à rembourser et les pressions financières constantes qui accompagnent un travail saisonnier et dangereux. 6 semaines à ces tarifs nous mettraient à l'abri du besoin pour les mois d'hiver difficiles. Aucune d'entre nous n'a pensé à demander pourquoi les tarifs étaient si élevés. Aucune d'entre nous ne s'est demandé pourquoi une entreprise paierait le prix fort pour ce qui semblait être un simple travail de coupe dans une région forestière de premier ordre. Nous étions une équipe expérimentée, confiante dans nos compétences et notre équipement. Cette confiance, nous allions bientôt la prendre, était notre plus grande vulnérabilité. Nous formions une équipe soudée de 8 femmes, toutes des bûcheronnes chevronnées, qui avaient travaillé ensemble dans diverses configurations pendant des années à travers les vastes forêts du nord de la Nouvelle-Angleterre. Nous disposions d'un matériel moderne et bien entretenu, 2 abatteuses groupeuses Caterpillar, un débardeur John Deere et une puissante chargeuse Link-Belt capable de manipuler les plus grosses grumes que nous pourrions rencontrer. L'entreprise nous avait fourni un camp de base avec des dortoirs, un réfectoire et un atelier de maintenance à environ 3 km du chantier désigné. Notre chef d'équipe était Patricia Hendricks, une femme pragmatique et directe d'une 50aine d'années qui avait commencé le bûcheronnage à une époque où il n'y avait peut-être qu'une poignée d'autres femmes dans tout le secteur. Elle avait lutté contre toutes les formes de discrimination et de scepticisme pour devenir l'une des opératrices les plus respectées de la région. Rosa Martinez pilotait notre abatteuse principale avec une précision qui frisait l'art, abattant des géants avec la grâce d'un chirurgien. Jennifer Clearwater et Maria Santos, nos plus jeunes membres, s'occupaient du débardage avec une énergie intrépide qui nous stupéfiait toutes. Les autres, moi y compris, assurions par rotation divers rôles de soutien, la maintenance, le tri des grumes et les 100 autres tâches qui permettent à une exploitation forestière de bien fonctionner. Nous nous faisions confiance, de cette confiance que seules peuvent partager des personnes qui exercent ensemble un métier dangereux. Cette confiance allait être mise à l'épreuve d'une manière qu'aucune d'entre nous n'aurait pu imaginer. Ce qui rendait ce travail inhabituel, c'était son isolement total. La ville la plus proche se trouvait à plus de 110 km et la piste forestière menant à notre site était un chemin de terre défoncé qui n'avait pas vu de niveleuse depuis des années. Patricia, qui avait déjà travaillé dans ce secteur, nous avait prévenu que la couverture mobile était inexistante.
Nous serions coupés du monde extérieur, à l'exception du téléphone satellite de l'entreprise, strictement réservé aux urgences. Le trajet depuis la dernière route goudronnée nous a pris près de 5 heures, nous faisant grimper dans un paysage qui ressemblait plus au bout du monde qu'à une partie des États-Unis continentaux. Les arbres devenaient plus grands, leur canopée si dense que le sol de la forêt restait dans une pénombre perpétuelle. Notre camp de base était fonctionnel, des mobile homes pour dormir, un réfectoire avec un poêle à bois et un hangar pour la maintenance. Un générateur diesel fournissait l'électricité, bien que nous l'utilisions avec parcimonie pour économiser le carburant entre les ravitaillements qui avaient lieu tous les 10 jours. La première semaine se déroula sans incident. Le bois était exceptionnel et nous avons vite retrouvé notre rythme de croisière. Le travail était dur mais gratifiant, avec en toile de fond une nature sauvage immaculée, peinte des premières touches éclatantes de l'automne. C'est au cours de notre deuxième semaine que les premiers signes inhabituels sont apparus. Nous avons commencé à trouver des arbres que nous avions marqués pour la coupe avec de profondes entailles dans leur écorce. Les griffures s'étendaient d'environ 2,10 mètres du sol jusqu'à près de 3,30 mètres de haut, bien trop haut pour un ours. Elles se présentaient en séries parallèles de 4 ou 5 lignes, suggérant des griffes massives ou des doigts incroyablement puissants. Les marques étaient fraîches, la sève suintait encore des blessures, indiquant qu'elles avaient été faites quelques heures seulement avant notre découverte. Puis, Rosa Martinez, lors de son inspection matinale, a trouvé les empreintes de pas. Dans la terre meuble autour de son abatteuse, elle a découvert d'énormes empreintes d'une ressemblance troublante avec celle d'un humain, mais beaucoup plus grandes, mesurant près de 45 cm de long. Elle montrait 5 orteils distincts et ce qui semblait être une voûte plantaire, mais leur taille était démesurée. Les empreintes formaient un cercle approximatif autour de la machine garée, comme si quelque chose avait tourné autour pendant la nuit pour l'étudier. La profondeur des marques suggérait un poids bien supérieur à celui de n'importe quel être humain. Plus troublant encore, les empreintes de mains que nous avons trouvées sur les vitres de la cabine, d'immenses paumes pressées contre le verre à près de 2,40 mètres au-dessus du sol. La plupart de l'équipe a d'abord pensé qu'il s'agissait de traces d'ours, même si Patricia elle-même a dû admettre que les empreintes ne correspondaient à aucun ours qu'elle ait jamais vu. Jennifer Clearwater, qui avait grandi en chassant dans ces forêts, fut la première à suggérer autre chose. Elle avait entendu des histoires racontées par les anciens de la tribu Penobscot sur de grandes créatures poilues qui vivaient dans les profondeurs des forêts primaires, des êtres presque humains, mais dotés d'une force et d'une intelligence incroyables et farouchement protecteurs de leur territoire. Nous en avons ri, mais un courant de malaise palpable avait commencé à se propager dans notre camp. Les bruits ont commencé durant notre 3e semaine. Au début, c'étaient des craquements lointains dans la forêt, que nous attribuions à la chute de bois morts. Mais ils sont devenus plus fréquents, plus proches, et se produisaient avec un rythme qui suggérait une action délibérée. Lorsque nous sommes allés voir, nous avons trouvé des arbres sains et massifs qui avaient été renversés, leur système racinaire arraché de la terre par une force colossale et inimaginable. Le plus troublant fut les vocalises que nous avons commencé à entendre aux petites heures du matin, avant l'aube. C'étaient des appels graves et sonores qui résonnaient à travers la forêt comme rien de ce que nous n'avions jamais entendu. Ce n'étaient ni des cris d'animaux, ni des voix humaines. Les appels avaient une qualité délibérée, communicative. Un appel résonnait depuis la crête au-dessus de nous, auquel répondait un autre depuis la vallée en contrebas, puis un troisième depuis les profondeurs des bosquets à l'est. Je me souviens, allongé dans ma couchette, le cœur battant, essayant de me convaincre que j'entendais des loups. Mais j'avais déjà entendu des loups hurler, et cela n'avait rien à voir. Ces sons étaient structurés et presque musicaux, comme une conversation tenue dans une langue plus ancienne que le temps. Quand j'en ai parlé au petit déjeuner, j'ai vu au regard de toutes les autres qu'elles l'avaient entendu aussi.
La camaraderie détendue de notre équipe s'était évaporée, remplacée par une vigilance nerveuse. La première rencontre directe a eu lieu au cours de notre 4e semaine. Rosa travaillait seule, abattant un bouquet de grands pins à environ 400 mètres de l'équipe principale. Soudain, les bruits normaux de la forêt, les oiseaux, les insectes, se sont tus. Dans ce calme étrange, elle a entendu quelque chose de grand se déplacer dans les sous-bois voisins, quelque chose qui ne faisait aucun effort pour dissimuler son approche. Il se déplaçait debout, se frayant un chemin à travers des broussailles qui auraient arrêté net une personne. Les bruits se sont rapprochés, encerclant sa position. Rosa, secouée, a redémarré sa machine et a commencé à reculer vers la zone de travail principale. Les bruits de mouvement suivaient son rythme, restant juste hors de vue, la suivant dans sa retraite. Elle la rabattait, réalisa-t-elle avec un frisson de peur, la guidant vers nous. Lorsqu'elle a atteint la zone de rassemblement, sa voix tremblait en nous racontant ce qui s'était passé. Rosa était la plus calme d'entre nous, mais quelque chose l'avait véritablement effrayée. Patricia a décidé d'aller voir immédiatement. 3 d'entre nous avons suivi les traces du débardeur armé de fusils. Le sous-bois était piétiné sur un sentier qui suivait l'itinéraire de Rosa. Nous avons trouvé plusieurs empreintes de pas claires, montrant des détails qui ne laissaient aucun doute. Les empreintes d'orteils avaient des marques d'ongles, pas de griffes. Le talon montrait une voûte plantaire de type humain. C'étaient les traces d'une créature bipède, mesurant au moins 2,40 m et pesant peut-être 270 ou 320 kilos. Mais la découverte la plus troublante fut la manière dont de jeunes arbres, le long du chemin, avaient été cassés et tordus, certains même entrelacés pour créer des écrans partiels. Nous étions face à la preuve d'une utilisation d'outils et d'une modification de l'environnement, les marques d'une intelligence supérieure. Quoi que ce fût, ce n'était pas seulement un grand animal. Il pensait, il planifiait. Ce soir-là, Patricia a distribué des fusils de chasse. Nous ne savions pas contre quoi nous nous défendions, mais il était clair que quelque chose de grand, de fort et d'intelligent s'intéressait activement à notre opération. Les attaques contre notre équipement ont commencé la nuit suivante. Nous avions mis en place une garde de 2 femmes. Vers 3 heures du matin, les gardes ont entendu un bruit de métal heurté. Elles ont découvert que notre générateur de secours avait été attaqué. Le boîtier métallique était cabossé et déchiré comme si quelque chose avait essayé de l'arracher à main nue. Les conduites de carburant avaient été arrachées et le plus troublant étaient les empreintes de mains pressées dans le métal tendre, montrant des doigts bien plus longs et plus épais que ceux de n'importe quel humain. L'attaque semblait expérimentale. Des composants avaient été retirés et placés en piles bien ordonnées à proximité, comme s'ils avaient été étudiés. Les attaques se sont intensifiées au cours des nuits suivantes. Chaque matin apportait de nouvelles preuves d'une enquête systématique. Les systèmes hydrauliques étaient démantelés, les câbles électriques étaient arrachés et étudiés. La 4e nuit, nous avons découvert que notre tourmenteur avait compris comment faire fonctionner nos outils. Une tronçonneuse avait été démarrée et avait tourné jusqu'à être à court de carburant, laissant un motif de coupe grossier sur un tas de grumes. La créature avait compris comment l'amorcer, régler le starter et tirer sur le lanceur par simple observation. La 6e nuit, nous avons enfin pu le voir clairement. Maria et Jennifer étaient de garde lorsqu'elles ont entendu des bruits près du hangar de maintenance. Elles se sont séparées pour approcher de 2 directions différentes. Ce qu'elles ont vu défiait tout ce qu'elles connaissaient. Une créature de près de 2,70 m de haut était en train de passer systématiquement en revue notre stock de pièces de rechange. Elle était couverte d'un pelage brun-roux foncé et avait les proportions générales d'un humain, mais à une échelle démesurée. Ses bras étaient longs, ses épaules incroyablement larges. Sa tête était humanoïde, mais primitive, avec une crête sagittale prononcée et des arcades sourcilières proéminentes, mais ses yeux qui brillaient dans le faisceau de leur lampe torche révélaient une intelligence indéniable.
Lorsque Jennifer a accidentellement marché sur une branche, la créature s'est tournée vers le bruit. Pendant plusieurs longues secondes, la femme et la créature se sont regardées. Puis la chose a ouvert la bouche et a poussé un rugissement si puissant qu'elles l'ont ressenti comme une pression physique dans leur poitrine. Elle n'a ni attaqué ni fui. Elle est restée sur place, les évaluant. Puis elle s'est retournée et a marché, pas couru mais marché, dans la forêt avec une confiance désinvolte qui était plus terrifiante que n'aurait pu l'être n'importe quelle agression. Le lendemain matin, nous avons découvert que notre abatteuse principale avait été détruite avec une férocité qui nous a laissés stupéfaites. La cabine de la machine, faite de plaques d'acier d'1,5 centimètre d'épaisseur, avait été éventrée comme une boîte de conserve. Le compartiment moteur avait été systématiquement démantelé, ses composants éparpillés. Les conduites hydrauliques avaient été arrachées et nouées, une démonstration claire à la fois de force et de moquerie intelligente. La créature aurait pu tuer n'importe laquelle d'entre nous, mais elle avait concentré son agression sur notre équipement. Nous avions affaire à quelque chose qui faisait des choix délibérés. Patricia a pris la décision d'évacuer immédiatement. Mais lorsqu'elle a essayé le téléphone satellite pour signaler notre situation, elle a découvert qu'il avait été neutralisé. Des composants cruciaux avaient été retirés. Les créatures comprenaient sa fonction et nous avaient délibérément coupés du monde. Nous étions complètement isolés. Le chargement de notre équipement restant nous a pris toute la matinée. Pendant que nous travaillions, nous sentions des yeux nous observer. Nous apercevions des formes sombres et massives se déplaçant à la lisière des arbres. Elles ne se cachaient plus. Nous avons également découvert qu'elles étaient entrées dans nos logements. Des effets personnels avaient été déplacés et examinés, bien que rien n'ait été volé. Des vêtements avaient été dépliés et repliés. J'ai trouvé qu'une lettre de ma fille, que je gardais dans la poche de ma veste, avait été soigneusement retirée et placée sur mon oreiller. L'intimité de cette violation était en quelque sorte plus perturbante que tous les dégâts matériels. Notre convoi de camions et les machines restantes a quitté le site vers midi. J'étais avec Patricia, les jointures de ses doigts blanchies sur le volant. « J'ai affronté tous les dangers de ces bois », dit-elle doucement. « Mais je ne me suis jamais sentie comme une proie. C'est ce que nous étions là-bas, des proies. Pendant que nous roulions, des mouvements dans les arbres suivaient notre progression. On nous escortait dehors. À environ 16 km du chantier, nous avons trouvé notre chemin bloqué. Un pin blanc massif et sain avait été brisé en deux et gisait en travers de la route. Le tronc avait été rompu par ce qui ne pouvait être qu'une force énorme. Alors que nous étions là, immobiles, les appels ont recommencé, cette fois de partout autour de nous. Nous étions encerclés. Patricia a donné l'ordre de tout abandonner. Nous avons saisi nos affaires personnelles et nos armes et avons commencé à descendre la route de montagne à pied, laissant derrière nous des centaines de milliers de dollars de matériel. Derrière nous, nous pouvions entendre les bruits de nos véhicules abandonnés en train d'être explorés et détruits. La marche jusqu'à la ville la plus proche a duré près de 20 heures. Nous étions constamment conscientes d'être suivis. Les créatures restaient dans la forêt le long de la route, gardant notre rythme mais sans jamais se montrer. Nous avons marché toute la nuit, trop effrayés pour nous arrêter. L'escorte n'était pas ouvertement menaçante, mais la pression psychologique était immense. Nous étions raccompagnés hors de leur territoire par des êtres qui choisissaient de nous laisser la vie sauve. Quand nous avons finalement atteint la civilisation, notre récit a été accueilli avec scepticisme. Des enquêteurs de l'entreprise et la police d'État ont été dépêchés sur le site, nous soupçonnant d'avoir inventé cette histoire pour couvrir un vol. Mais ils n'ont rien trouvé. Aucune trace de nos camions et de nos machines abandonnées. Tout avait disparu, comme si cela n'avait jamais existé. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de pneus ou de traînage. Les machines étaient tout simplement parties. La situation ne s'est résolue que lorsque des images de reconnaissance satellite classifiées sont devenues disponibles.
Elle montrait des perturbations massives dans la forêt autour de notre chantier et de grandes silhouettes bipèdes se déplaçant à travers les arbres. Les images fournissaient la preuve indéniable que quelque chose correspondant à nos descriptions était actif dans cette zone. Elles ont également révélé le sort de notre équipement. Il avait été systématiquement démantelé, les composants dispersés et cachés sur des kilomètres à travers la forêt. Chacune des membres de notre équipe a dû signer des accords de confidentialité exhaustifs en échange d'une généreuse compensation. La réunion a eu lieu dans un bâtiment fédéral sans fenêtres, avec des avocats et des hommes en costume qui nous ont avertis que toute discussion publique entraînerait de graves conséquences juridiques en vertu des lois sur la sécurité nationale. J'ai demandé à l'un d'eux pourquoi c'était si important. Sa réponse m'a glacé le sang. Parce que si les gens savaient qu'ils existent, dit-il, ils voudraient les trouver. Et s'ils les trouvaient, les créatures devraient réagir. Nous ne protégeons pas ces créatures des gens, madame. Nous protégeons les gens des conséquences. La vérité, comme je l'ai appris des années plus tard d'un garde forestier à la retraite, était que le gouvernement connaissait l'existence de ces créatures depuis des décennies. De petites populations de ce que l'on ne pouvait décrire que comme des hominidés reliques vivaient dans les zones les plus reculées, leurs habitats étant soigneusement gérés pour minimiser les contacts humains. Notre exploitation forestière avait par inadvertance empiété sur l'une de ces zones protégées. Ce n'étaient pas des monstres, mais des êtres intelligents dotés de structures sociales complexes qui leur avaient permis de rester cachés pendant des millénaires. J'ai passé les 28 dernières années à essayer de digérer ce que j'ai vécu. Les cauchemars se sont estompés, mais il m'arrive encore de me réveiller en entendant ces appels irréels. J'ai déménagé en ville, aussi loin que possible des bois profonds. Les autres femmes de notre équipe se sont dispersées, chacune gérant le traumatisme à sa manière. Nous nous sommes perdus de vue, le souvenir commun étant un fardeau trop lourd à porter ensemble. Je raconte cette histoire maintenant parce que je crois que les gens ont le droit de savoir. Les accords juridiques que j'ai signés sont peut-être encore en vigueur, mais je suis assez âgé pour que les conséquences importent moins que la vérité. Ces êtres magnifiques et terrifiants méritent d'être reconnus et protégés. Ma santé décline et j'ai porté ce secret seul depuis trop longtemps. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète et nous ne l'avons jamais été. La nature sauvage recèle des secrets que notre civilisation a choisi d'ignorer. Et l'un de ces secrets a traversé ma vie il y a 28 ans et a tout changé. Certaines nuits, lorsque la ville est silencieuse, je peux presque les entendre à nouveau, leurs appels profonds résonnant à travers les montagnes. Et je me demande ce qu'ils disent de nous, l'espèce qui ne cesse de s'immiscer dans leur monde. J'espère ne jamais le découvrir, mais je soupçonne que ce jour viendra, que nous soyons prêts ou non. La forêt se souvient, et moi aussi.